Je m'en souviens. Avec Gilles Proulx. Vous l'avez remarqué au mois de mai, chers auditeurs, souvent on a ce congé, on est bien fiers de profiter de ce beau temps qui arrive enfin, la bicyclette, le jardin, le gazon, le yacht, etc. Et pour célébrer la fête de Dollard des Ormeaux. Non, c'est la fête de Victoria. Non, c'est la fête des Patriotes. Nous en sommes mêlés. Mais peut-être faudrait-il savoir pourquoi il y a eu la fête de la reine Victoria, la fête de Dollard et maintenant la fête des Patriotes. D'abord, la fête de Victoria, faut-il spécifier, c'est une reine fort noble, c'est elle qui a décidé d'établir la capitale du Canada à Bytown, c'est-à-dire à Ottawa. C'est elle qui éloigne la future capitale parce qu'on a brûlé le Parlement à Montréal. Je vous l'ai dit dans le survol de l'histoire de Montréal. Toujours est-il que, comme on a brûlé le Parlement canadien déménage. Des fois, il est à Québec, d'autres fois à Montréal, d'autres fois, il est à Kingston. Et elle craint une invasion des Américains. Il y avait eu 1812, ne l'oublions pas. Il y avait eu 1775, où Montgomery va mourir au pied du Cap Diamant. Alors, comme par stratégie, c'est elle qui décide géographiquement de pousser la capitale vers Ottawa. Alors, la reine Victoria est très importante. Elle a un long règne. C'est une reine très noble. Sauf qu'on oublie de nous dire, comme on n'enseigne pas l'histoire du Canada et du Québec plus qu'il ne le faut, que le premier geste qu'elle pose quand elle assoit son postérieur sur le banc, et il y a le conseil du régent là-dedans, elle signe l'acte de pendaison des Patriotes. Alors, ça a été la fête de Victoria parce que le régime britannique nous dominait, ici, au Canada et au Québec, et on nous l'a donc imposé. Et ça a amené des manifestations, souvenons-nous des Chevaliers de l'Indépendance, de Réginald Chartrand dans les rues, toujours le jour de la fête de la reine, et des échauffourées parfois avec d'autres communautés. Et puis, petit à petit, il est arrivé le chanoine Lionel Groulx, un grand historien, à qui nous devons l'enseignement de l'histoire, influencé par la fierté des Américains, qui avaient comme idole Davy Crockett. Qui est-il? Eh bien, c'est ce milicien-là qui est mort dans un fort à Alamo, on est au Texas, face à une armée mexicaine qui submergeait les lieux et, évidemment, avec ses compagnons, est décédé. Il avait trouvé que cet exemple était beau, mais nous en avions un ici qui s'appelait Dollard des Ormeaux. Dollard des Ormeaux, c'était le commandant en chef du fort de Montréal, à l'époque de Ville-Marie. Il avait des dettes. Ah là, la gauche, les révisionnistes de l'histoire, les joueurs de tambour se sont mis à lapider Dollard des Ormeaux. C'était un voyou, un voleur. Il allait voler les fourreux qui étaient là au Lonceau. La réalité, c'est que dans ce temps-là, voler un sac de sel était criminel. C'est vrai qu'il avait des dettes, mais Dollard des Ormeaux aussi s'était dit, il y avait une cargaison de fourrure que lui ont dit d'ailleurs ses alliés algonquins à la hauteur du Lonceau. On prend la rivière des Outaouais, on arrive au barrage d'Hydro-Québec à Carillon, et c'est là à peu près qu'était la palissade de Dollard des Ormeaux, où la Société Saint-Jean-Baptiste a érigé d'ailleurs un mémorial pour vous rappeler, si jamais vous faites une balade dans ce coin-là, un de ces dimanches. Alors, Dollard des Ormeaux, sachant qu'il y avait là une cargaison de fourrure, décide, parce qu'il a appris par ses amis algonquins, que les Iroquois en grand nombre, 300, 400, 500, 800 plus tard, vont venir envahir Ville-Marie. Il va donc au rendez-vous avec ses 17 compagnons. S'arrête d'abord au bout de l'île, à l'ouest, à Sainte-Anne-de-Bellevue, où il y a là une petite église qui est encore debout et qui vous montre par une plaque
que Dollard des Ormeaux est venu recevoir la sanctification d'une messe avant d'aller se battre là-haut. Et puis, par la suite, à la hauteur de Senneville, on voit une autre plaque installée par Parc Canada. On ne peut pas contester les plaques de Parc Canada. Ils ont fait des recherches, ces gens-là. Une première échauffourée entre les Iroquois et Dollard des Ormeaux, où Dollard des Ormeaux a le dessus. Et va monter en canot, donc, jusqu'à Carillon, ou au Long-Sault. Et c'est là, comme vous connaissez l'histoire, la loi du nombre a joué contre lui et il a lancé le fameux baril de dynamite puisqu'il n'y avait plus d'armes, plus de munitions, plus d'hommes et le damné baril de dynamite a rebondi sur une branche qui a ramené le baril à l'intérieur de la palissade et en finir avec les Français. Quelques-uns vont survivre, c'est-à-dire les Indiens, pour venir apporter la nouvelle qu'après tout, les Iroquois ont eu tellement de difficultés à arrêter 17 personnes qu'ils ont abandonné l'idée d'envahir Ville-Marie. Alors on dira ce qu'on voudra contre Dollard des Ormeaux, il en demeure pas moins qu'il a posé un geste que aucun parmi ceux qui le dénoncent n'aurait le centième de courage pour faire ce qu'il a fait. Alors, Dollard des Ormeaux, donc, c'est un personnage important. Et j'en reviens maintenant à la dernière décision de 2003, où on a choisi non plus la fête de Dollard, non plus la fête de la Reine, mais la fête des Patriotes. C'est Bernard Landry, alors premier ministre, qui décide de consacrer cette fête, qui n'est pas encore entrée dans les oreilles des Québécois, et pas institutionnalisé en tant que tel, il y a beau avoir quelques manifestations en faveur des Patriotes, à qui nous devons un gouvernement responsable. Pourquoi on a choisi les Patriotes et leur donner cette fête à la place de Dollard des Ormeaux? C'est tout simplement parce que ça s'inscrit dans le courant du Québec qui s'éveille. Il y a quelques années, décennies maintenant, qui ne s'éveille plus. Mais toujours est-il, il s'éveillait vers 1960 avec ce qu'on a appelé la Révolution tranquille. Mais ça s'inscrivait chez Duplessis aussi, qui, comme premier ministre, demandait un élargissement de l'autonomie, tout comme Honoré Mercier, d'ailleurs, et comme Robert Bourassa, comme René Lévesque, comme Jean Lesage, qui demandait un statut particulier, avec Paul Gérin-Lajoie, comme tous les premiers ministres du Québec, Daniel Johnson père particulièrement, ont demandé un élargissement de l'autonomie. Ils revendiquaient donc une responsabilité pour le gouvernement du Québec actuel. Alors, ça s'inscrivait très, très, très bien dans le courant d'idées des patriotes qui, eux, sont morts pour avoir demandé, justement, un gouvernement responsable. De là, la décision de choisir définitivement la fête des patriotes à la place de Dollard des Ormeaux et de la reine Victoria. Faisons connaissance avec Dollard des Ormeaux. Je vous disais donc qu'il était le commandant en chef du fort de Montréal, va aller au-devant de ces Iroquois qui veulent envahir Ville-Marie. Il ne faut pas dire Montréal encore. Et puis, il est allé à la messe dans la petite église où il y a une référence qui vous le dit encore de nos jours à Sainte-Anne-de-Bellevue. Mais quand il est parti du fort du Vieux-Montréal, bon, ça a eu lieu le 19 avril, il fait encore très froid, et il s'arrête d'abord à l'île Saint-Paul. L'île Saint-Paul qui est devenue l'île des Sœurs. Et là, il se porte à la rescousse de 3 Français qui avaient été faits prisonniers par une quinzaine d'Iroquois.
Alors, on échange des coups de feu dans l'île des Sœurs et 2 des prisonniers vont essayer de s'enfuir et se noyer. L'autre va être tué. Alors, on ramène la dépouille au village. On retourne au fort. On repart le lendemain. Les 17 sont de mauvais pagailleurs. Ils sont pas très bons sur le canot. Ils vont rester pris pendant 8 jours dans les glaces au bout de l'île. Peut-on imaginer, on est au mois d'avril, vous voyez que ça ne fond pas toujours prématurément, et surtout à l'époque de la Nouvelle-France, avant de s'engager sur la rivière des Outaouais et pour aller vers le Lonceau. Ils vont arriver au Lonceau. Aujourd'hui, ça s'appelle Carillon. On est à quoi? 60 km à vol d'oiseau de Montréal. Ils arrivent le 1er mai. Le beau temps devrait être revenu. Et informé du projet des Français, un groupe d'au moins 40 Hurons entendent parler de ça, c'est des alliés des Français, et 4 Algonquins vont donc rejoindre le groupe de l'Art des Ormeaux. Ah ben là, ça va être intéressant, on va être beaucoup plus nombreux pour faire face à ces centaines d'Iroquois. Alors, pour faire une petite guerre, alors rappelons qu'à cette époque, les Iroquois sont les maîtres de l'Ontario, c'était leur territoire. Et tout ça depuis la destruction en 1648 de la Huronnerie, c'est-à-dire la communauté huronne qui était au lac Huron. En plus de ça, ils ont été décimés par les maladies, mais aussi éliminés passablement par les Iroquois. Alors, les Iroquois contrôlent donc toute cette région et bloquent le passage à Dollard des Ormeaux et ses alliés. Le fort du Lonceau faisait bien pitié. Il y avait eu quelques palissades qui avaient été élevées là, et puis il y avait des pieux, quoi. Ça a été construit par des Algonquins l'année d'avant. Il est assez bien situé quand même. C'est un endroit où les passeurs doivent descendre des canaux pour longer la rive. Donc, c'est un arrêt obligatoire, un endroit idéal pour attaquer les petites bandes d'Iroquois, de retour de la chasse notamment. Le lendemain, on commence à peine à s'installer qu'une douzaine d'éclaireurs iroquois se pointent. Oh là là, là, on les voit, mais ils sont une douzaine, c'est rien que des éclaireurs. Combien va être le groupe? Alors, les ennemis sont reçus à coups de fusil par les Français, mais il y a au moins un de ceux-là qui va s'échapper pour aller dire à la bande en arrière, c'est le temps d'attaquer, ils sont pas si nombreux que ça. Alors, quoi faire? Ça change tout. Il y a plus de question là, de s'imaginer qu'on va prendre les Iroquois par surprise. Est-ce qu'il n'est pas préférable de retourner à Ville-Marie? Mais non, il est bien trop tard. 200 Iroquois arrivent en canot tout d'un coup. Des guerriers furieux. Dollard des Ormeaux et ses compagnons n'ont pas eu le temps de se préparer, de finir la petite palissade, d'en faire un vrai fort. Les Iroquois détruisent leurs canots et dressent une palissade de défense. Mais comment expliquer que les Iroquois, qui sont si nombreux, on attendait de petites bandes, mais ils viennent d'où ces 200 guerriers? Est-ce qu'ils ont été prévenus par quelqu'un? Quelqu'un a parlé à Ville-Marie, quoi? On a dit qu'il y avait des Français qui étaient partis au Lonceau. Alors, on sait que les Français avaient perdu beaucoup de temps pour se rendre à cause justement du fait qu'ils étaient de mauvais pagailleurs.
Alors, les Iroquois envoient chercher du renfort à l'île de La Roche. La Roche-Fendue, c'est comme ça qu'on l'appelait, c'est dans la rivière Richelieu. 500 Mohawks les attendent. Vous voyez que le groupe va grossir et ça fait peur aux Français. Dans le fort, les Autochtones proposent d'entreprendre, les Algonquins et les Hurons qui sont avec Dollard, d'entreprendre plutôt des discussions. Mais Dollard, désormais, n'y croit pas. Les Hurons vont donc se sauver parce qu'ils savent fort bien combien ils sont redoutables et sanguinaires, ces Iroquois. Ils n'ont pas envie de se faire prisonniers par ces gens-là. Alors, du 2 au 9 mai, à peu près, commence véritablement un siège qui va durer 7 jours. Les Français sont captifs, sont privés de sommeil, sont obligés de se battre jour et nuit. Ils sont affaiblis par la faim. On a épuisé les petites réserves. La soif s'empare d'eux, le froid. Alors, on finit pas d'attendre et il n'y a pas d'aide qui vient. Au 8e jour, le renfort arrive de la rivière Richelieu. Là, c'est sérieux. Les Français ont eu beau les tenir tout ce temps-là. 500 guerriers avec leurs plumes. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là, cette armée, sur le Richelieu? Est-ce qu'elle préparait pas, en réalité, une attaque vers Ville-Marie? Parce que là, on était proche de Ville-Marie sur le Richelieu. Alors, au 8e jour, les renforts arrivent. Ils sont 500, des agnés, comme on les appelle. Les Français les appelaient les agnés, les Iroquois. Et puis, toujours est-il qu'on peut se demander s'ils ne voulaient pas s'attaquer plutôt à Ville-Marie. Mais comme ils ont eu l'information, ils vont se rendre du côté du Lonceau. Alors là, c'est 700 guerriers du côté iroquois contre 17 Français et un nombre imprécis maintenant d'Amérindiens, de Hurons et d'Algonquins. On dit qu'ils étaient peut-être une quarantaine au total. Imaginez-vous à peu près 50-60 combattants. Ce n'est plus 2 pour 1 maintenant, c'est plutôt 1 pour 10. Hein? Alors certains écrits précisent qu'après les dernières défections, ils ne seront plus que 22, soit 17 Français, 1 Huron et 4 Algonquins. Devant la loi du nombre, les Algonquins et les Hurons ont sacré le camp, quoi. On assiste à une nouvelle attaque sur le fort, les Français tiennent le coup, mais là, les Iroquois préparent une offensive sérieuse, les guerriers se font des armures avec des bûchettes, d'autres allument de grosses torches, se munissent de hachettes, ils foncent en vitesse sur le petit fortin, se rendent à la palissade, on tente d'y mettre le feu, d'ouvrir des brèches, les Français ne peuvent pas les atteindre par les meurtrières, et c'est là que nous arrivons à un tournant de ce combat épique, désespéré, un inoubliable et un tragique tournant. Alors, mes chers amis, vous connaissez le reste. Le fameux Barry, s'il avait explosé du bon côté, c'est évident que les Iroquois auraient ralenti leur appétit, c'est le cas de le dire. Mais la malchance était du côté des Français. Alors, cet assaut fatidique a probablement eu lieu autour du 11 mai. La description du siège a été faite aux Anglais par les Iroquois.
C'était leur version à eux de cette histoire que je vous raconte. Mais aussi, il y a eu une version qui a été faite au français par un survivant huron, le seul qui a échappé au massacre. Alors, si les témoignages se contredisent, dans l'ensemble, ils concordent quand même. C'est comme ça que ça s'est passé. Et tout ça pour dire que Dollard des Ormeaux est devenu un héros. Et les contemporains de l'époque de Dollard, comme Marie de l'Incarnation, une femme remarquable, le père Jérôme Lallemand, un homme dont on a déjà étudié l'histoire, le coureur des bois, Pierre-Esprit Radisson, ces gens-là sont convaincus que les 17 braves de Dollard des Ormeaux, par leur courage au combat, ont découragé tout projet d'attaque imminente vers Ville-Marie, ce qui est probablement vrai. Alors, voyez-vous, avant de le lapider, il faudrait retenir d'abord la bravoure du geste. Quelques semaines plus tard, d'ailleurs, Radisson va arriver à la rivière des Outaouais, à la tête d'une flottille de 60 canots. Il est en compagnie des Nez-Percés, une autre tribu indienne chargée de belles fourrures, qui étaient nos alliés. Et d'après l'historien André Vachon, qui a écrit le portrait de Dollard des Ormeaux, la mort des 17 n'a pas été inutile. Et toujours est-il qu'ils ont été les premiers à prendre l'offensive contre les Iroquois. C'est comme ça qu'ils l'interprètent. En fait, ce n'est qu'en 1701 que les Iroquois vont se résigner à devenir un peu plus sages pour un certain temps, avec le traité de la Grande Paix dont je vous parlais dans le survol historique que je vous ai déjà transmis il y a quelques jours. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais ce serait oublier toutes les exagérations qui ont suivi pour faire passer Dollard des Ormeaux avec les révisionnistes et les joueurs de tambour comme un vaurien. La première journée de fête en souvenir de Dollard des Ormeaux a eu lieu le 29 mai 1910. Alors voilà pourquoi on parlait de la fête de Dollard. Ça se passait à la place d'Armes devant le monument de Maisonneuve, sur lequel il y a un bas-relief qui explique l'exploit du Long-Sault. Et 20 000 personnes avaient participé à cette fête organisée par la Société Saint-Jean-Baptiste pour le 250e anniversaire de la bataille de Dollard des Ormeaux. 8 ans plus tard, l'abbé Lionel Groux, j'en ai parlé aussi, organise un pèlerinage à Carillon, c'est-à-dire au Long-Sault, le 24 mai 1918. Alors, voyez-vous, pourquoi on a eu la fête de Victoria, la fête de Dollard des Ormeaux, maintenant la fête des Patriotes. Et il y a un monument commémoratif d'Alfred Laliberté qui va être inauguré en 1919 et la fête de Dollard deviendra une journée patriotique annuelle. En 1920, un autre monument va être dévoilé au Parc La Fontaine devant 25 000 célébrants au Parc La Fontaine, alors que la fête de Dollard était exceptionnellement célébrée le 24 juin. Alors, c'est incroyable. Vous voyez comment il a une influence sur notre culture identitaire, alors qu'aujourd'hui, on ne sait rien. De nombreux Canadiens français préféreront célébrer Dollard des Ormeaux plutôt que la Reine, le jour de la fête de la Reine en mai, ce qui ajoutera au débat passionné concernant Dollard des Ormeaux. Dollard des Ormeaux, qu'on n'étudie plus, pourtant a passionné les nôtres, nos grands-parents, par exemple, des gens âgés qui écoutent et qui peut-être vont faire la relation. On s'est passionné pour le personnage. Pour convaincre les Canadiens français, par exemple, on est dans l'ère moderne, là, chers amis. Convaincre les Canadiens français de participer à la guerre, 39-45, Ottawa va se servir même de l'image héroïque de Dollard des Ormeaux pour sa propagande.
Et on va ajouter à ça des livres de jeunesse à la gloire du héros. Il va y avoir un radio-roman Radio-Canada. Dollard des Ormeaux va devenir, dans les années 1950, 54, 55, l'un des plus grands héros de notre histoire. Mais les exploits de celui qu'on présentera à la jeunesse comme un modèle exemplaire de courage au service de sa patrie ont fini par être remis en question. C'est ainsi que dans les années 60, avec les révisionnistes, Jacques Ferron et bien d'autres, à sa suite, vont s'en prendre à son héroïsme et réduire le héros à zéro, le traitant de brigand, de voleur de fourrure. Mais il faut quand même voir la vie dilettante de Jacques Ferron pour comprendre qu'il peut y avoir des joueurs de tambour à travers ce raisonnement. L'attaque va déboussolonner le héros. Il ne fera plus l'unanimité. Et malgré tout ça, on va continuer à fêter le héros des Canadiens français le jour de la fête de la Reine. Au moins jusqu'au 25 novembre 2002, alors que le quotidien Le Devoir titre « Nouvelle défaite de Dollard des Ormeaux ». Un décret fera de la fête de la Reine la journée nationale des patriotes. Ça en est fini de la fête de Victoria et ça en est fini de la fête de Dollard des Ormeaux. Aujourd'hui, la poussière est retombée. Dollard est presque sombré dans l'oubli, victime de ses détracteurs et de l'indifférence. C'est triste de toujours avoir à détruire ce qui est nous autres et qui, après tout, faut reconnaître, et ses contemporains l'ont dit, Marie de l'Incarnation, je vous le disais, Pierre Addison, ses contemporains n'eût été de son geste, Ville-Marie aurait été brûlée et éliminée de la carte, donc nous n'existerions pas. Nous lui devons quand même notre existence si Montréal et Ville-Marie ont pu survivre et s'épanouir, voire imaginer célébrer son 375e anniversaire dans quelque temps. Alors, Dollard des Ormeaux et ses compagnons, quant à moi, méritent de demeurer bien vivants dans notre mémoire. Ils se sont battus pour défendre la colonie, démontrer qu'ils étaient en Amérique du Nord pour y demeurer, et sur notre calendrier, la date du 24 mai devrait leur être réservée à ces gens-là. Ne cherchez pas l'endroit exact où a eu lieu la bataille. Il y a eu des fouilles archéologiques, on a gratté le sol, on a essayé de faire parler les pierres, mais on n'a pas réussi à retrouver la construction d'une centrale hydroélectrique de Hydro-Québec à Carillon, a inondé le territoire et probablement tout effacé les traces de ce terrain où s'est déroulée la bataille de Dollard des Ormeaux. Le monument consacré à Dollard a même été déplacé au village de Carillon. Et en 1965, ça fait pas longtemps, là, un autre monument a été inauguré dans le parc Carillon. Il y a là 18 monolithes qui représentent Dollard des Ormeaux et ses compagnons et ses alliés amérindiens.